Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, le résumé de la 9e semaine de College Football en 2021. Je me trouve avec notre ami Baptiste, The Lonesome Cowboy d'Oklahoma State. Salut Bat. Salut à tous. Avec le poteau Kevin d'Oregon. Salut Kevin. Salut. Et pour terminer, comme d'habitude, toujours présent, notre poteau Gus de Notre-Dame. Salut Augustin. Salut à tous. On va parler de cette semaine qui a encore été, qui nous a réservé encore énormément de surprises. Une semaine de folie. 6 équipes du top 25 qui ont été battues par des équipes non classées. On parle en l'occurrence d'Iowa, Kentucky, Pittsburgh, SMU, San Diego State, Iowa State. Donc ça porte le total à 36 équipes du top 25 battues par des équipes non classées cette année. Et ça bat le record à cette période de l'année qui était détenu par la saison 2007. Vous avez fait un épisode sur cette saison durant l'intersaison qui avait été présenté par Baptiste et Augustin. N'hésitez pas à aller le réécouter. En tout cas, record battu cette année. Et 9 défaites également d'équipes classées. On va parler des matchs par ordre chronologique, ordre d'horaire qui se sont passés samedi. On a déjà parlé des matchs de jeudi et vendredi dans le 1-2-6 sur Twitch de samedi. On démarre avec la grosse affiche de 18h. On en parlait, il n'en restera qu'un. Et c'était le duel fratricide entre les deux grosses universités de Michigan et Michigan State du côté d'East Lansing chez les Spartans. Michigan qui était classé 6e à l'APpoll avant ce match et Michigan State 8e à l'APpoll. Toujours invaincu des deux équipes. Kevin, qui finalement a remporté cette grande rivalité. Et bah c'est les Spartans. Ils sont très très bien revenus dans le match. Ils avaient hyper mal commencé parce que Thorne, le QB, se fait intercepter 2 fois sur leurs 2 premières possessions. La première, il se fait intercepter dans les 5 yards de Michigan et Michigan marque sur 2 jeux plus tard sur un touchdown de 93 yards pour ouvrir le score. Et après, la défense a quand même un minimum résisté parce qu'ils forcent 2 field goals par la suite. Mais Michigan, ils étaient vraiment au-dessus sur le début du match. C'était assez impressionnant. Ils menaient 30-14 dans le milieu du 3e quart-temps. Et là, ça a un peu coincé côté Michigan. On aurait dit l'offense de Texas. Tu vois, à partir de milieu de 3e quart-temps, il n'y a plus rien. Et c'était un peu la même chose. Et ce qui fait que Michigan State a fini sur un 23-3 pour remporter le match. Donc ils ont terminé avec 3 touchdowns, dont 2 transformés à 2 points pour égaliser à 30 partout. Et après, ils ont marqué le go-ahead touchdown, comme on dit. Pour une petite idée, pour mesurer la perf de MSU, c'est que Michigan était sur un bilan de 89 victoires et 1 défaite quand il menait d'au moins 16 points à la mi-temps. Et là, il menait, je crois, de 16 points justement à la mi-temps. Donc c'est MSU qui a fait, je crois que c'est l'un des plus gros comebacks de leur histoire dans la rivalité. Si on doit parler d'un joueur, soyons honnêtes, c'est Kenneth Walker. C'était assez hallucinant. Il a marché sur l'eau et sur la défense de Michigan. Il finit avec 197 yards et 5 TD en seulement 23 courses. Chose à noter, c'est l'énorme taf de la O-line de Michigan State qui a ouvert des gaps absolument monstrueux contre la pourtant excellente D-line de Michigan. Et ce qui est paradoxal, non, ça l'est pas du tout, mais c'est que sur le pass rush et non pas sur le run stop, la D-line de Michigan a été excellente, notamment avec le duo Hutchinson et Ojabo. Il y a même eu une petite erreur d'arbitrage, Ojabo qui sac Peyton Thorne et après Aidan Hutchinson qui récupère le ballon pour aller dans la end zone. Mais ça c'était le jour et la nuit en fait. Sur le run stop, ils se sont fait ouvrir. Et par contre, quand il s'agissait d'aller harceler Peyton Thorne, ils ont été excellents. Ouais. Et d'ailleurs, cette erreur d'arbitrage, alors que ça jase beaucoup sur les réseaux à ce propos, parce que Michigan marque dessus, donc au final, avec l'erreur d'arbitrage, il force le punt. Sur la possession qui suit juste après la mi-temps, il ne marque qu'un field goal. Donc 3 points au lieu de 7 du TD, ça fait 4 points de perdus, et au final, ils perdent de 4 points, puisqu'ils perdent 37-33. Donc c'est la différence qui leur manquait. Mais en fait, c'est un peu la même du côté de l'attaque, parce qu'on s'attendait à ce que leur duo de running back avec Corum et Askin, je crois, réussissent à faire aussi bien que Kenneth Walker côté Spartans. Et en fait, ils ont presque pas couru. Et c'est McNamara qui pourtant a fait un très bon match alors qu'on l'attendait pas autant à la course. Il finit à 28 sur 44, 380 yards et 2 TD, pardon.
Donc c'est vrai que c'était Michigan a un peu surpris offensivement et défensivement sur ce match. Et on en avait parlé pendant le 1-2-6, on avait dit que la décision allait sûrement se faire sur quel QB fera le moins d'erreurs. Et en fait, à ce petit jeu-là, c'est Michigan qui a perdu parce que McCarthy est rentré, on ne sait vraiment pourquoi, dans le 4e quart-temps, il fait un fumble sur un hand-off qui est assez hallucinant parce que lui, il veut donner la balle au running back et le running back, il lui laisse la balle et partir en passe pro, comme son play action. Donc en gros, la balle, elle tombe pile au milieu des deux et elle est recouverte par Michigan State qui marque sur la possession qui suit. Et McNamara, du coup, qui se fait intercepter à 1 minute de la fin sur l'interception, d'ailleurs, juste magnifique du cornerback freshman Charles Brantley. Je crois qu'on l'a partagé sur le compte Twitter si vous voulez aller voir. Elle est une interception à une main, genre dans les mains du receveur de Michigan, elle est juste magnifique. Et après, voilà, c'est des choses aussi dont on parle souvent depuis quelques semaines pour la Big Ten, c'est que c'est pas encore fini en Big Ten pour Michigan parce que, encore une fois, toutes les grosses équipes se jouent entre elles, donc on n'est pas à l'abri que toutes les équipes finissent à une défaite en conférence. Donc c'est pas une défaite qui fait que Michigan est déjà éliminé à 4 semaines de la fin du calendrier. Donc il y a encore des choses à jouer côté Wolverine. Et petite chose à noter, c'est que Jim Harbaugh, j'ai fort rigolé hier quand j'en parlais avec Ryan, qui l'appelle Jim Harbaugh, c'est qu'effectivement Harbaugh, il a un record contre les équipes top 10 qui est pas à hauteur d'un coach d'un programme comme Michigan. Il est à 2-13 contre les équipes du top 10 alors qu'il est à 54-10 contre les autres. Et si on compte les duels contre Michigan State et Ohio State, il est à 3-9 alors qu'il est à 35-8 contre le reste de la Big Ten. Ça rappelle un certain coach en Floride avec les équipes classées. Bref, on n'en dira pas plus. Mais du coup, on en parlait hier avec Ryan, et c'est vrai que Ryan, lui, il pensait que même si Michigan était invaincu cette année, une défaite contre Michigan State, ça risquait de lui, si ce n'est de lui coûter sa place tout de suite, potentiellement lui coûter sa place en fin de saison. Moi, je suis pas hyper d'accord avec ce point de vue-là. Michigan est à 7-1. Ça reste un bilan qui était presque inespéré pour les Wolverines en début de saison. Oui, non, c'est ce que moi je pensais aussi. Je dis que c'était son point de vue. Et cette stat de 2-13 contre les équipes du top 10, il faut aussi la mettre dans son contexte. C'est-à-dire, est-ce que Michigan est déclassé en jouant contre des équipes du top 10 ? On sait que les équipes du top 10 qui rencontrent, c'est généralement soit OSU, soit Michigan State. C'est des équipes qui sont historiquement fortes dans la Big Ten. Donc il faut quand même mettre des pincettes à ces stats-là, sachant que c'est pas honteux de perdre contre une belle équipe de Michigan State à East Lansing. Voilà quoi, il y a des défaites de la carrière Harbaugh qui sont plus honteuses que celle-là quoi. Non, effectivement. Après, Baptiste, t'es quand même gentil avec lui. Moi, je suis navré de te le dire, mais enfin, je suis navré. Tu le sais très bien, mais en Big Ten, c'est quand même Michigan quasiment chaque année la 2e meilleure classe ou la 3e. Enfin, alors d'accord, il y a toujours ce Ohio State qui est devant, mais finalement, à part Ohio State, avec les classes qu'a Michigan, il devrait rivaliser largement avec toutes les équipes top 10 qu'il rencontre. Donc non, il rivalise avec. Il rivalise avec. Encore une fois, le résultat final. Le résultat final, c'est qu'il est quand même au niveau de sa carrière avec les Wolverines, avec un bilan qui est quand même hyper costaud. Alors attendez, je vais regarder. 56-23, ça reste un bilan sympa, sachant qu'il y a la saison 2020 qui est complètement pourrie. Et je pense qu'une partie de ses défaites contre les équipes du top 10 vient de ce moment-là, parce qu'il doit avoir Indiana, il doit avoir Ohio State. Non, il n'y a pas eu The Game, c'est vrai, l'année dernière. Mais donc je suis quand même. Je trouve qu'on est très dur avec Harbaugh. On est presque trop dur avec Harbaugh par rapport à d'autres coachs. Et je regarde sur la dernière décennie, il y a une seule fois, c'est en 2015, où ils sont hors top 3 Big Ten au niveau des classes de recrutement. Pour moi, quand tu as autant de longévité sur du bon recrutement, tu peux pas avoir, je suis désolé, encore une fois, tu peux pas avoir ce bilan-là final face aux équipes classées. Ouais, mais encore une fois, là, je suis en train de faire je regarde en même temps, sa première année en 2015, il perd contre Michigan State, qui était classé numéro 7 et qui va jusqu'au playoff cette année-là, et contre Ohio State sur The Game. Donc, tu as 2 défaites qui sont quand même loin d'être honteuses contre des équipes du top 10. En 2016, ils perdent encore contre Ohio State et Florida State dans un bowl game.
Ils battent Wisconsin qui était classé top 10. Enfin, tu vois, ça quand même à remettre un peu du contexte sur ces défaites-là. Enfin, je suis d'accord avec toi, c'est un programme qui recrute très bien, mais c'est un programme qui est moins dans la panade quand ce qu'on veut, enfin, ce que certains médias ou etc. veulent faire croire. Michigan fait partie de ces programmes qui vivent sur leur passé un petit peu. Et ce que fait Harbaugh, ça reste tout à fait correct. Je répète, une défaite contre ce Michigan State-là, c'est quand même, c'est pas honteux. C'est pas honteux. Et il y a Penn State qui arrive, il y a Ohio State qui arrive aussi un peu plus tard pour Thanksgiving. Voilà, on reparlera des Buckeyes un peu plus tard, mais ce qu'ils ont montré contre Penn State ce week-end, c'était pas extraordinaire non plus. Et ce que montre Michigan depuis l'année, c'est plutôt correct. Et on sait jamais ce que ça peut se passer sur un match de rivalité. Donc, on fera les comptes à la fin de la saison, mais pour l'instant, moi, Harbaugh, il est tout à fait dans les clous de ce qu'on attendait de lui, quoi. Enfin, en tout cas cette année. Et j'aimerais dire que son équipe, je pense, c'est la moins unidimensionnelle depuis quelques années. Hein. Là où les années précédentes, il y avait un super jeu à la course, mais il y avait Shea Patterson, Brandon Peters, etc. Là, j'ai l'impression qu'avec McNamara et Jim McCarthy, il fait jouer les deux. McCarthy rentrait même très tôt pendant le match. Il arrive à quand même être performant sur ces deux aspects du jeu, avec évidemment la défense. Donc, c'est plutôt rassurant à court et à moyen terme. Moi, je trouve que justement, c'est la course qui porte clairement Michigan cette année et que. Oui, parce que c'est leur style. Voilà, parlons-en. Il y a eu énormément de bons quarterbacks ou de quarterbacks en tout cas qui avaient beaucoup de potentiel sous les mains Harbaugh, et il n'y en a jamais un qui nous a sorti. Donc à un moment, quel quarterback il a eu avec du potentiel? Il récupère Shea Patterson qui était un 5 étoiles. Il était éclaté quand il est arrivé de l'Émiss. Dites-moi, les classes de recrutement de Michigan, dites-moi s'il y a des quarterbacks moins de 4 étoiles. Ouais, ça fait pas tout, je pense, parce que non, mais bien sûr que ça fait pas tout, mais quand tu récupères, quand il y en a aucun qui ressort, que les mecs qui transfèrent tous ailleurs ou qui vont jamais en NFL, même pour être backup ou first string quarterback, faut quand même se poser des questions. Harbaugh, il a jamais eu une recrue quarterback comme un Spencer Rattler, ça n'empêche. Il recrute bien en matière de quarterback, mais tu vois, ces quarterbacks 4 étoiles, c'est quand même un peu une pièce façon Targaryen que tu lances en l'air, et côté pile, t'as un super mec, et côté face, t'as pas de bol. Alors après, c'est peut-être une autre question, c'est comment Harbaugh évalue ses quarterbacks au moment du recrutement. Ça, c'est une autre question. Mais pour moi, il n'a pas eu de prospect au poste de quarterback comme Ohio State, comme Alabama, comme Clemson, comme Georgia. Il n'a pas eu ça. Et chez Patterson, qui est arrivé dans Ole Miss, c'était un bon quarterback, mais c'était pas non plus la folie furieuse. Et on a bien vu ce que ça a donné, quoi. Non, mais après, oui, bien sûr, je vais pas comparer avec les extrêmes au niveau des meilleures des meilleures équipes qui peuvent avoir les meilleurs quarterbacks, mais je parle quand même des bonnes équipes qui peuvent avoir de bons quarterbacks et en sortir. Je suis désolé, on a quand même un autre débat sur lequel passer. On aura le temps de reparler d'Harbaugh, notamment avec le coaching carousel, même si je pense qu'il sera confirmé sans souci. C'est Kenneth Walker, le running back de Michigan State, qui donc a marqué 5 touchdowns ce week-end. Est-ce qu'il est devenu enfin, on en parlait déjà, mais ça y est, là c'est le front-runner pour l'Heisman Trophy. Gus, t'en penses quoi? Objectivement, je pense qu'il est devenu le front-runner pour le Heisman Trophy. C'est pas le cas chez les bookmakers, mais aussi parce que les cotes représentent, on va dire, un autre aspect justement de cette question, à savoir ce qui est le plus probable d'arriver, et on sait que ça va être compliqué de lui donner. Mais pour moi, c'est le premier candidat au Heisman, mais vraiment qui est dans le top 5, qui a eu un Heisman moment. Là où Matt Corral et Kenny Pickett n'ont pas eu de Heisman moment. Si Kenny Pickett, il y a eu Clemson, je suis un petit peu dur. Mais Matt Corral n'a pas eu d'Heisman moment, alors que Kenneth Walker en a eu un face à Michigan. On l'a répété sur le compte Twitter. Mettre 5 touchdowns à cette D-line dans un match aussi important pour la première confrontation quand les deux équipes étaient classées dans le top 10, je crois, depuis 1964, et ça fait toi le front-runner pour le Heisman. Je sais que pas tout le monde est d'accord, parce qu'on a tendance peut-être parfois à surévaluer la performance d'un running back quand on voit la performance de sa ligne offensive, et la ligne offensive de Michigan State est très très bonne. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est le favori pour avoir le Heisman. Il lui reste des gros matchs où il pourra confirmer, surtout face à des D-line exceptionnels comme Ohio State et Penn State. J'ai hâte de voir ce qui va se passer.
Non, mais t'as bien résumé, Gus. Actuellement, c'est le frontrunner du Heisman, mais ça dépendra aussi de ses performances sur la fin de saison et du bilan de Michigan State à la sortie, puisque quand même, il faut qu'on soit très clair, le bilan de l'équipe est quand même hyper important dans le choix du trophée Heisman. Mais actuellement, surtout avec Pitt qui a perdu hier, après, d'après les bookmakers, c'est toujours notre ami Young d'Alabama qui est favori chez Vegas, mais j'aurais trop le seum. mais ça peut évoluer vite. Et voilà, pareil, s'il claque encore des matchs à 200 yards comme Penn State et les Buckeyes, oui, ça sera très clairement le grand favori, quoi. Alors moi, après, moi, vous connaissez mon avis, hein, c'est mon petit chouchou depuis le début de l'année. Ça doit être lui le leading rusher du CFB. Il est à plus de 15 TD déjà. Et puis en plus, avec tous les QB qui étaient favoris en début de saison, entre Rattler qui se fait bencher, entre DJ Ugalele qui se fait bencher, entre Matt Corral qui a eu un peu plus de mal hier, on a vu contre Auburn, on y reviendra un peu plus tard, et puis qui s'est potentiellement blessé aussi. Tu vois, par exemple, on parlait de Young d'Alabama, ou même il y en a certains qui parlent de CJ Stroud à Ohio State. Ils ont, encore une fois, on revient sur des gars où statistiquement ils sont plus ou moins là, parce que tu sais, tu dis que ouais, on peut mettre un bémol sur le fait que Kenneth Walker il est une bonne O-line. Bah ouais, mais bon, CJ Stroud il fait des stats parce qu'il joue Indiana, Rutgers, Nebraska, Maryland, quoi. Et que ses receveurs, il a potentiellement la meilleure escouade de receveurs du pays. Oui, Hello, bonjour. Je compte Maryland. Attends, ils vous ont pas mis 66-22, quelque chose comme ça? Ils ont rien mis, vas-y, continue. Ok, merci. Et donc voilà, c'est que CJ Stroud, il a quand même, encore une fois, il est entouré par des 5 étoiles de partout. Il a une escouade de receveurs qui est potentiellement la meilleure du pays. Pareil pour Young à Alabama. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est plus impressionnant ce que fait Kenneth Walker à Michigan State que n'importe quel QB de Bama ou QB de Ohio State qui, encore une fois, ont la vie hyper facile avec les escouades qu'ils ont autour d'eux. Réponse à la fin de la saison. Texas qui se déplaçait du côté de Baylor 16e à Lay People, le derby texan. Augustin. Texas a encore perdu. Voilà, ils ont perdu 31-24. C'est encore une défaite dans le 4e quart-temps pour les Longhorns alors qu'ils menaient. Il faut dire que c'est d'ailleurs le record en college football depuis 2 ans. Ils ont perdu 5 matchs après avoir mené dans le 4e quart-temps. Seul Florida Atlantic fait mieux. Donc voilà, c'est vous dire à quel point le mal est profond. Fait pire plutôt. Texas. Enfin, fait pire. Pardon. Et c'est la 3e défaite consécutive pour Texas. Si je dis pas de bêtises, c'était Oklahoma State. Et à chaque fois, face à ces 3 équipes, donc Oklahoma State, Baylor, ils menaient de plus de 10 points à un moment du match. Donc Sarkisian, tu sais ce que tu dois faire cet été. C'est bosser le cardio et trouver un moyen d'éviter ces béviers en fin de match parce que tu es en train de tuer tes fans. Ou alors, faut demander à ce que les matchs s'arrêtent à la fin du 3e quart-temps. Mais bon, ça c'est. Ça se fait parfois. Tu sais, quand il y a un 70-0, parfois tu as le head coach qui arrive et qui dit bon, on peut arrêter. Ouais, enfin, la merci roule en Power 5, je suis pas sûr qu'il soit d'accord. Du côté de la Big Ten, Iowa, 9e à Lay People, se déplaçait du côté de Wisconsin. C'était retransmis sur beIN Sport, donc en France, ce match. Et c'est une victoire de Wisconsin, 27-7. On disait attention Iowa, ça pue l'upset. C'était le cas. C'est la 2e défaite consécutive d'Iowa et la 4e victoire consécutive des Badgers de Wisconsin. Avec notamment 2 victoires face à des équipes classées, Purdue et donc Iowa. Une attaque d'Iowa qui a été complètement à la ramasse avec seulement 18 yards de gagné en première période. Voilà. C'est très mauvais, notamment quand un running back qui s'appelle Taylor Goodson. Et Wisconsin qui peut éventuellement, vu son calendrier, aller chercher 4 victoires consécutives. Et peut-être la Big Ten West 7, ouais. Affaire à suivre exactement, parce que peut-être qu'il pourrait se retrouver au top de la Big Ten West et aller affronter, surprise, Ohio State à la fin de la saison. Ça serait ouf. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que la Big Ten West et la Big Ten Est, il y a une différence de niveau cette année quand même. Là où les 4 équipes dans la division Est tapent Wisconsin. Ah oui, non mais. Wisconsin va quand même se retrouver à l'Est, c'est boucherie, quoi. Ouais.
Je trouve ça, d'ailleurs, on en parlera peut-être une autre fois, mais ça peut remettre en cause un petit peu les conférences qui marchent sur ce système de division. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à justement uniformiser les divisions pour que justement il y ait juste les 2 seuls meilleurs bilans de chaque conférence en finale? De toute façon, ce côté la Big Ten qui est déséquilibré, c'est un débat qui a lieu depuis très longtemps avec de nouveau la montée en puissance de Penn State et de Michigan. Donc, c'est pas une surprise que la Big Ten East soit beaucoup plus forte que la Big Ten West. Après, ça me fait rire d'imaginer un Wisconsin arriver en finale de conférence contre les Buckeyes, parce que je sens que les Buckeyes vont finir en finale de conférence du côté de la Big Ten, et voir Wisconsin se faire fesser façon 2014 pour booster un petit peu le CV des Buckeyes, si on peut être un peu partisan de la théorie du complot. C'est un peu d'ailleurs ce qui s'était passé l'année dernière avec Northwestern. Alors, c'était un petit peu plus serré le match, mais c'est vrai que on savait d'avance le résultat et ça mettait quand même en lumière une Big Ten West qui n'était pas forcément la division la plus folichonne du Power 5. Miami qui se déplaçait du côté de Pittsburgh. Gus, encore un match, encore un upset en fait. Oui, encore un upset puisque Miami a battu les Panthers de Kenny Pickett 38-34. J'en profite, Kenny Pickett a battu le record de Dan Marino en nombre de touchdowns inscrits à la fac. Dan Marino était chez les Panthers. Très très vite, en fait, Miami a créé l'écart. Il y avait 21-7 à un moment avant que Pitt remonte. Mais tu as un super joueur à Miami, c'est Tyler Van Dyke, leur quarterback freshman là, qui est en train de nous faire oublier Derrick King. Et comme je viens de le dire, il est freshman et ça annonce de très très bonnes prochaines années. Avec cette victoire, Miami est sur un bilan de 4-4, ouais. Donc voilà, ils sont enfin à l'équilibre. Ils se déplaceront la semaine prochaine. Ils recevront la semaine prochaine Georgia Tech. Et quant à Pitt, c'est la deuxième victoire. Et il faut dire que celle-ci, elle fait un petit peu mal parce que d'abord, elle était à la maison. Et ça va leur compliquer un petit peu plus la tâche pour aller en finale de l'ACC. Georgia, non, alors là, je spoil, mais les matchs de 18h sont terminés. On a bu quelques bières, on a bien apprécié cette première partie sur SFB et on se retrouve avec les matchs de 21h30. Et là, c'était le choc en sec. Georgia, numéro 1 du pays, se déplaçait du côté de Florida et Gainesville. Non, c'était à Jacksonville. Non, c'était à Jacksonville. Oui, c'était à Jacksonville, oui, exact, dans le stade des Jaguars. Quelle connerie je dis. Donc, toujours du côté de la Floride, en l'occurrence. Et alors, est-ce que l'upset est passé, Gus ? On y a cru, enfin on y a cru. Non, on n'y a pas cru parce qu'il y avait 0-0 jusqu'à un moment, je crois que c'était jusqu'au milieu du deuxième quart-temps. Il s'est rien passé. T'inquiète. Non, mais il s'est rien passé, ça a été nul, c'était soporifique quoi. On savait pas ce qui s'était passé. Moi, j'ai regardé le match évidemment comme tout le monde ici quasiment, et je me suis dit mais putain attends, il reste 2 minutes dans le deuxième quart-temps, et ce qui m'a réveillé, c'est la défense de Georgia. Voilà, comme depuis le début de l'année, en fait, en 135 secondes, cette défense elle a porté le score à 21-0 avec d'abord une interception qui donne tout de suite dans la foulée un touchdown, un fumble provoqué par Nolan Smith, Anthony Richardson qui fonce tout droit là, dans le tas sur Jordan Davis alors qu'il était juste à 5 yards de sign zone. Après, tu as James Cook qui va convertir cette belle action défensive avec un petit TD à la course. Puis un pick six de Nakobe Dean, le linebacker qui a encore été incroyable et là qui se présente comme l'un des meilleurs linebackers du pays, si ce n'est le meilleur, qui intercepte Anthony Richardson alors qu'il restait 3 secondes ou 10 secondes à jouer à la fin de la première mi-temps. Et à partir de ce moment-là, Georgia a maîtrisé le match après. Le jeu à la course a continué à marcher. Stetson Bennett n'a pas été mis tant que ça en avant, si ce n'est qu'il a fait une magnifique passe pour Keris Jackson que je vous invite à aller voir. C'est toujours intéressant de parler de ces joueurs comme Stetson Bennett, déjà parce que c'était un walk-on, il jouait en Division 2 si je dis pas de conneries, et maintenant il est titulaire à Georgia avec une armée, avec la meilleure défense de tous les temps pour certains. Et on ne sait toujours pas ce qui se passe de JT Daniels. Est-ce qu'il est blessé ou est-ce que c'est Kirby Smart qui n'a pas envie de le faire jouer pour des raisons qui sont simplement sportives? Il y a vraiment. Ou est-ce qu'il sort avec la fille de Kirby? Attends, c'est vrai ça? Non, c'est une blague. Non mais je rigole.
Il y avait la même chose à United, à Manchester United à une époque avec Moyes et je sais plus quel joueur, celui qui joue à Crystal. Et Wilfried Zaha, c'était ça. Mais n'empêche, je pense que c'est très très bien vu et ce parallèle entre la gestion de QB de la part de Kirby Smart et la gestion de ses QB de la part de Dan Mullen est quand même hyper intéressante. C'est-à-dire que on sait très bien que Smart, il n'utilise pas JT Daniels pour une raison toute simple, c'est qu'il va le garder pour la finale de la SEC, pour le College Football Playoff, pour toujours ce côté, préparation de l'équipe en face en défense, sur quel QB vont-ils rencontrer. Et un peu ce truc de, comme quand Tua était arrivé au deuxième mi-temps contre Georgia et qui avait changé complètement la donne parce que Georgia était préparé pour jouer contre Jalen Hurts et qu'ils se sont retrouvés contre Tua, donc forcément c'était plus simple pour l'offense de Alabama. Là, ça risque de faire un petit peu la même chose du côté des équipes qui vont rencontrer Georgia, qui vont se préparer soit pour Stetson Bennett, soit pour JT Daniels et se retrouver avec l'un ou l'autre, et donc avec des plans défensifs qui ne seront pas forcément optimum, tout simplement. Alors que du côté de Florida, on a lancé Richardson dans ce match-là, il a implosé, il n'a pas été bon, enfin bref. Et du coup, on se retrouve avec deux quarterbacks qui ont des pertes de confiance assez importantes. Et voilà, ils sont à 4-4. Alors je dis pas qu'ils n'iront pas en ball game parce qu'ils ont un cupcake d'ici peu de temps. Mais bon, il y a Florida State en fin d'année, on sait jamais comment ça peut tourner cette fin de saison pour Florida. Et ils vont se retrouver avec deux quarterbacks avec les morales dans les chaussettes et c'est jamais très bon, quoi. Et d'ailleurs, cette victoire de Georgia les rend vainqueurs tout simplement de la division Est de la SEC et ils sont du coup, par conséquence, déjà qualifiés pour la finale du SEC Championship. Incroyable quand même. Et Georgia qui a concédé seulement 5 touchdowns cette saison. Et la défense en a marqué 3. Ça serait quand même incroyable que la défense marque plus de touchdowns qu'elle en a concédé. Et aussi, une dernière fois, Florida a inscrit un touchdown à la fin du match. Mais pendant un moment, on a cru qu'ils allaient être muets tout le match. Et il me semble que Florida avait la série la plus longue de toute l'histoire du College Football. Ça faisait depuis 1988 qu'ils n'avaient pas joué un match sans marquer de points, en fait. Ouais, c'est ça. Hier, il a littéralement explosé de joie qu'ils ont marqué un TD. Parce que du coup, la série ne prend pas fin. Et je crois elle doit être à 217 matchs ou quelque chose comme ça. Ah un truc de dingue, quoi, depuis... la série, elle est énorme. Ouais. Mais du coup, moi, ça me fait marrer parce que Georgia, on dirait vraiment les Seahawks de l'époque où ils gagnent le Super Bowl. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas une offense de ouf, mais en fait, l'offense, ça peut se permettre de marquer 10 points par match. Et ils savent qu'avec 10 points par match, ça leur suffira pour gagner parce que la défense, de toute façon, elle va mettre un TD de son côté et n'en prendra pas. Donc, ils ont vraiment pas grand chose à foutre en attaque, que ce soit JT Daniels ou Stetson. Ils ont pas à proposer beaucoup. Et d'ailleurs, on voit qu'ils proposent pas tant que ça non plus. Parce que la défense est tellement monumentale que c'est ouf, quoi. Pour donner un ordre d'idée, ils ont pris seulement 46 points en 8 matchs, ce qui est carrément la meilleure défense de la SEC depuis Alabama en 79, et c'était déjà un autre football qui était joué à ce moment-là, et les attaques étaient quand même un petit peu moins puissantes que les attaques qu'on connaît en ce moment. Donc c'est simple, 46 points en 8 matchs, c'est moins de 6 points par match encaissé. Voilà, ça vous donne le niveau de la défense de Georgia, alors qu'ils ont quand même déjà rencontré plutôt des belles équipes, quoi. Incroyable. Et comme l'a dit Augustin, Georgia du coup qualifié pour la finale de la SEC au bout de 9 semaines. Texas Tech qui se déplaçait du côté d'Oklahoma en Big 12. Baptiste, Oklahoma, c'était facile. C'était facile après Texas Tech qui a évincé Matt Corral. C'était facile, effectivement. Ça a été un match où on a retrouvé le Oklahoma qu'on attendait, c'est-à-dire avec une grosse attaque, avec une défense. En fait, j'avais l'impression de regarder un Oklahoma version Baker Mayfield ou voilà, cet Oklahoma très fort en attaque et avec une défense qui est qui a parfois des trous d'air. Allez voir le premier touchdown inscrit par les Red Riders. Il y a double coverage sur, j'ai perdu le nom du receveur des Red Riders, mais qui arrive quand même à choper le ballon. Enfin, une espèce de brain fart génial au niveau de la secondary d'Oklahoma. Donc, il y a du mieux, mais il y a quand même cette espèce de point d'interrogation qui reste sur cette défense-là, et on se dit, il va y avoir du très lourd qui arrive à partir de dans 2 semaines, parce que là, la bye week des Sooners, elle est maintenant, elle est cette semaine, donc ils ont une bye week relativement tard. Mais voilà, après, il y a Baylor, Iowa State et Oklahoma State, qui sont les 3 meilleures équipes de la conférence, en plus des Sooners. Donc je pense qu'au bout d'un moment, s'il y a des vraies difficultés de la part des Sooners, que ce soit en attaque ou en défense,
ils vont forcément ressortir sur ces matchs-là. Et Oklahoma perdra 1 ou 2 matchs. Pour l'instant, ils se sont toujours sortis. C'est aussi une force cette année, de remporter des matchs bourbiers. Ils sont à 9-0. Il y a peu d'équipes qui sont à 9-0. C'est la seule équipe à 9-0 du college football pour l'instant. Donc, on peut pas. Je veux bien taper sur Oklahoma. Je suis le premier à le faire et je suis le premier à prendre plaisir à le faire. Mais quand ils sont bons, quand ils gagnent des matchs ou un peu chiants, ils le font. C'est pas le cas de toutes les équipes. Donc, ils sont tout à fait dans la course pour les 4 billets. Voilà, il reste 3 matchs plus un la finale de la conférence parce que je pense qu'ils seront en finale de conférence. S'ils finissent à 12-1 ou 13-0, ils seront parmi les 4, ça c'est clair quoi. À noter le très bon match, j'ai oublié de mentionner, mais le très bon match de Williams au poste de quarterback, il a été très bon et très aidé par sa ligne offensive qui a fait du très bon boulot. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'on revient sur un Oklahoma qu'on connaît, même si le jeu de course a eu un peu de mal à se mettre en place et qui sont surtout passés par les airs, les Sooners. Eh bien, très bien, Oklahoma toujours invaincu cette saison. Florida State qui se déplaçait du côté de Clemson. Augustin. C'est toujours un match important parce que c'est le Bobby Bowden Bowl. Je rappelle, Bobby Bowden de Florida State avait son fils qui entraînait l'équipe de Clemson à la fin des années 90 et début des années 2000. Si ça n'a pas été une belle partie de foot, faut être honnête et vous commencez à l'entendre maintenant depuis quelques semaines avec Clemson et Florida State et c'est pas normal. Pour autant, la fin de match, elle a été superbe parce que Florida State en fait menait. Il menait 20-17 à 8 minutes de la fin, mais là, le quotient intellectuel négatif des Seminoles, mais les a tués quoi. J'ai jamais vu ça. Ils ont fait 2 fautes, mais en plus des trucs trop cons, des comportements antisportifs. Ils ont perdu 30 yards d'un coup. Et après, Will Shipley, le super running back true freshman de Clemson, les a punis. Et ça passe à 24-20. Sur la dernière action du match, Florida State essaye d'aller marquer ce touchdown impossible à marquer depuis leur end zone. Mais Jordan Travis fait tomber le ballon et il est ramassé par Treshaun Ward. Non, pas par Treshaun Ward, par Barrett Carter, un D-line de Clemson qui va inscrire le touchdown. Donc voilà, ça fait une victoire de Clemson. Ça met fin à la belle série de Florida State. Clemson est sur un bilan, si je dis pas de bêtises, de 5-3 maintenant, ce qui est bien. Ils pouvaient perdre. Je pense qu'il faut savoir se satisfaire des petites victoires, même quand tu as un statut comme celui des Tigers. Et du côté de Florida State, il y a du mieux. Et maintenant, j'ai envie de dire, faut viser cette victoire face à Florida. Inch'Allah. Colorado qui se déplaçait du côté d'Oregon pour un match de Pac-12. Kevin, vous avez échappé au pire. Colorado, franchement, c'est l'ogre à abattre. Non, mais justement, on en parlait hier soir avec Ryan, c'est que moi, Colorado, c'est le match qui me fait peur depuis le début de l'année. Va savoir pourquoi, mais tu sais, je suis dans cette... Comment dire ? On sait qu'Oregon, ils perdent un match, je vous le répète depuis le début de l'année, mais Oregon perd toujours un match pourri par an qu'ils doivent jamais perdre. Et je sais pas, j'avais entouré ce match contre Colorado sur mon calendrier. Et ben heureusement pour mon cœur, parce que j'ai pas eu besoin de sortir le Xanax hier soir, Oregon a enfin fait un match correct. Un très bon match, on va dire. Colorado n'a jamais existé, soyons honnêtes, il y avait 31-14 à la mi-temps. Et voilà, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, mais Oregon, c'est la première fois cette saison, en sachant qu'ils ont quand même joué Stanford, qui est à quoi ? Ils sont à 3-5, ils ont joué Arizona, qui n'a pas gagné de la saison, ils ont joué Cal, pareil, qui est un peu en dessous de tout. Mais à chaque fois, ils se mettent au niveau moyen de leurs adversaires, et c'est relativement chiant quand on est supporter. Mais là, enfin, c'est le premier match de l'année où ils jouent du Oregon football, en fait, et ça fait extrêmement plaisir. Anthony Brown, je lui ai assez chié dessus pour signaler quand il fait des bons matchs, et il est en train de faire un excellent mois d'octobre d'ailleurs, et il a fait un très bon match hier soir. Il finit à 25 sur 31, 307 yards, 3 touchdowns. Travis Dye qui continue qui continue d'impressionner depuis la blessure de CJ Verdell. Il finit à 122 total yards, 3 total touchdowns. Il y a aussi l'émergence de freshman derrière lui parce que il est un peu tout seul. Il n'a pas forcément l'habitude d'être un
ce qu'on appelle un workhorse, donc de toucher tous les ballons. Et hier, Byron Cardwell, le freshman, finit à 127 yards dans cette course pour un touchdown. Donc c'est pas mal. On connaît l'histoire d'Oregon et des running backs. Et bah c'est cool qu'on ait des freshmen qui émergent comme ça cette saison. Le score final est de 52 à 29, en sachant que Colorado met 15 points dans le garbage time dans le dernier quart-temps. Quand Oregon fait beaucoup tourner ses effectifs. Il n'y a pas eu de match, soyons honnêtes. Il y aura peut-être un problème à suivre pour Oregon, et c'est un problème qui est récurrent depuis le début de la saison, c'est les blessures. Il y a le safety Steve Stevens IV qui s'est blessé en tout début de match, sachant que c'est lui déjà qui remplaçait Bennett Williams qui s'est blessé il y a quelques semaines. On a fini le match, on a fait tout le match avec Brian Addison, le cornerback, qui a dû jouer en safety, en sachant que Brian Addison n'est même pas un cornerback de métier, c'était un receveur quand il est arrivé à Oregon en 2019. Donc il est en train de bouger un peu partout sur le terrain en ce moment. Mais chose à souligner aussi en parlant de blessures, et je l'ai fait tout à l'heure pour Michigan State et je vais le faire encore là pour Oregon, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle souvent des mecs qui sont dans les feuilles de stats, mais ce que fait la O-line d'Oregon en ce moment, c'est assez impressionnant. Il faut savoir que Oregon, c'est le 8e match, c'est leur 6e starting line-up différent. C'est le plus gros total dans la Pac-12. Ils sont à 19 combinaisons différentes de O-line depuis le début de la saison. Il y a des blessures partout. Je crois que la plupart des O-line ont joué presque toutes les positions. Hier, il y a encore TJ Bass qui s'est blessé. Et pourtant, même avec tout ce shuffling, tous ces starters différents, ils continuent d'ouvrir des gaps. On dirait la mer Rouge devant Moïse. C'est assez impressionnant. Donc voilà, gros big up pour la O-line d'Oregon. Et on en a parlé tout à l'heure. Et prochain match d'Oregon à Washington la semaine prochaine. La rivalité d'Oregon cette saison contre les Huskies. Avec Dylan Morris qui va pouvoir vous fesser les fesses bien tranquillement. SMU se déplaçait du côté de Houston pour un autre derby texan. SMU 19e à LA People et invaincu. Victoire facile d'SMU, Gus? Eh ben non, parce que cette année de college football, elle est encore incroyable. Et du coup, c'est l'upset. Houston qui bat 44 à 37 les Mustangs. Alors, il faut savoir que Houston a mené tout au long du match avant de voir les Mustangs égaliser à 30 secondes de la fin, en fait, sur un field goal. À partir de ce moment-là, on se dit ah putain, tout ce travail d'Ol Gorsen et ses hommes pour au final aller perdre en prolongation et en fait, en subissant la remontada de Tanner Mordecai. Mais sur le kick-off, le kick-off returner Marcus Jones a inscrit un touchdown de 100 yards pour assurer la victoire alors qu'il restait 30 secondes à jouer. Je pense que c'est la plus belle action du week-end. D'ailleurs, en parlant de ce Marcus Jones, il a égalé le record de touchdown en tant que special teamer. Celui qui détenait le record, en fait, c'était Dante Pettis, un nom que tu connais bien, Kevin, qui en avait aussi inscrit 9. Alors par contre, il faut signaler que justement, je le connais bien, mais que c'est le record FBS. Parce que le record NCAA est détenu par un autre joueur que je connais bien et que Elio connaît bien aussi, c'est Deontay Harris, qui jouait, je crois, en Division 2 et qui a marqué, je crois, c'était 14 touchdowns entre punt return et kick return. Je me demande si c'était pas Providence qu'il était en Div 2. Mais oui, je connais malheureusement bien Dante Pettis, oui. Voilà, donc Marcus Jones, on espère, va battre ce record FBS. Du coup, c'est la première défaite de la saison pour SMU, qui n'est plus invaincu, comme Elio l'a dit. C'est un petit débat parallèle, mais ça peut faire très mal au bilan de Cincinnati. Et Cincinnati a besoin de voir Notre-Dame et SMU gagner des matchs. Et là, Cincinnati, comme ils ont battu avec un petit peu de difficulté, j'en profite, Tulane ce week-end, cette défaite de SMU ne va pas faire du bien à leur bilan. Et quant à Houston, Houston est à 7 victoires consécutives. Ils avaient perdu le premier match face à Texas Tech assez largement d'ailleurs. Et depuis, ça enchaîne. Ça gagne quasiment, ça gagne tous les matchs en fait. Et ils sont sur un bilan de 7 victoires pour une défaite. Et ils sont plus que jamais dans la course pour la finale de l'American. Forcément, il n'y a que Cincinnati à présent qui est devant. Et voilà, en fait, en battant SMU, tu bats un concurrent direct. Donc tu t'es donné les moyens d'avoir ton avenir, d'avoir ton destin entre les mains. Et juste pour ça, faut dire bravo à Houston, la prochaine nouvelle fac de la Big 12.
Et à noter, Gus, que Marcus Jones, en plus du TD sur kick return, il a aussi une interception à son actif dans ce match-là, donc un match hyper complet pour lui. Marcus couteau suisse. Du côté de l'ACC, Duke se déplaçait du côté de Wake Forest. Wake Forest 13e à l'APPOL, eux aussi invaincus. Et ça a été une victoire facile pour les Demon Deacons, 45-7. Ils sont donc à 5 victoires pour 0 défaite en conférence et 8 victoires pour 0 défaite au total. Sam Hartman, leur quarterback star, a lancé 402 yards, 3 touchdowns à la passe, plus 2 touchdowns à la course. Easy. C'est la première fois de leur histoire quand même que Demon Deacons commence une saison à 8-0. C'est la meilleure marque dans le FBS avec leur 8e match consécutif à plus de 35 points. Ça score en attaque. En général, ça prend aussi... Enfin, la défense se mange des points. Là, ça n'a pas été le cas. Voilà, alors maintenant Wake Forest, ça va devenir un petit peu plus compliqué. L'équipe entame un petit peu le cœur de son calendrier. Il y a un déplacement prévu face à North Carolina la semaine prochaine. Ils reçoivent ensuite NC State à domicile, puis déplacement à Clemson. Donc ça va être 3 semaines assez sportives. Et la défaite de NC State la semaine dernière permet à Wake Forest d'avoir une sorte de joker. Voilà. J'ai juste une petite question pour vous, les gars. Est-ce que Wake Forest peut quand même aller en finale ACC? Est-ce qu'ils termineront en finale ACC à la fin de l'année? Je pense, parce que Clemson a 2 défaites face à des équipes de l'ACC, puis NC State. UNC en a 2, si je dis pas de conneries. Donc voilà, comme tu l'as dit. Ils sont pas dans leur div UNC. C'est NC State qui est dans leur division. Pardon, c'est NC State dans leur division. Donc non, ils peuvent y aller. Comme tu l'as dit, Elio, ils ont le droit à un joker. On leur souhaite d'exploser les 3 équipes là à suivre. Comme ça, ils terminent dans le Final Four pour aller au playoff. Go Demon Deacons. Kentucky qui se déplaçait du côté de Mississippi State en sec. Kentucky 12e à l'APPOL et qui nous surprend cette saison. Gus, finalement, c'est une défaite. Ouais, Mississippi State a battu les Wildcats 31-17, ce qui est donc un magnifique upset. C'est une victoire qui place les Bulldogs juste derrière Bama dans la course au titre de la division ouest de la SEC à égalité avec Auburn et devant Ole Miss à cause de la défaite de Ole Miss face à Auburn. Et j'en profite pour la placer celle-là parce que Will Rogers a battu un record de SEC. Il a complété 36 de ses 39 passes lancées, ce qui fait un taux de complétion de 92%. 39 passes, c'est pas beaucoup pour un quarterback. Par rapport à d'habitude, oui. Pour un quarterback de Mike Leach. Mais voilà, Mississippi State, mine de rien, c'est sur un bilan de 2-5-3. Il y a eu des défaites connes. On parle ces 2 défaites face à Memphis et LSU, ils pouvaient totalement gagner. Là, ça enchaîne. Kentucky, Vanderbilt et Texas A&M. C'est la 2e victoire face à une équipe classée et ça nous promet un Egg Bowl face à Ole Miss qui sera le vendredi 26 novembre. Ouais, oui, c'est toujours le vendredi. Jeudi, c'est le jeudi soir. Ah, c'est le jeudi soir. Ouais. Le match face à Ole Miss devrait être hyper intéressant à regarder. Et encore une fois, on espère que Will Rogers aura une bonne assurance maladie pour soigner son bras qui risque de lui faire mal pour le restant de ses jours. Malheureusement, on se resitue du côté de la Big Ten et là c'était encore une fois un nouveau choc au niveau de la Big Ten East avec Penn State 20e à l'APPOL qui se déplaçait du côté du 5e Ohio State, Ohio State. Alors, c'est un match qui démarre assez doucement. À la fin du premier quart-temps, Penn State mène 7-3. D'ailleurs, on voit ce touchdown de Sean Clifford qui éteint littéralement le stade d'Ohio State. Tout le public est en train de crier pendant l'action. Puis d'un seul coup, il y a touchdown et on n'entend plus un bruit. Voilà, mais après, Ohio State fait du Ohio State. Ils reprennent le dessus au deuxième quart-temps. À ce moment-là, on pense que les Nittany Lions vont s'éteindre. Au 3e quart-temps, en revanche, Penn State revient surmotivé des vestiaires. Il plante 14 points. Et Ohio State, en face, ne plante que 10 points. Il y a 3 points de différence, 27-24 au 4e quart-temps. Mais à ce moment-là, et là encore une fois, brain fart de Sean Clifford, le quarterback de Penn State, qui lance sous pression une interception alors qu'il est en 2-9. Il a juste à sécuriser le ballon, se laisser saquer. Non, il préfère lancer un ballon totalement, même pas overthrow,
qui est sous-lancé, j'ai envie de dire. Je pense que son receveur, il a 5 yards d'avance sur le ballon. Il se fait intercepter, voilà. Donc derrière, on a Ohio State qui gère bien la fin de match. Ils mettent 2 field goals, voilà, et ils remportent ce match 33-24. Encore une fois, très très bon match du running back freshman, le meilleur running back freshman cette année, je dirais, en CFB, Trevelyan Anderson, qui a couru pour 152 yards sur 28 portées et un touchdown face à une D-line de Penn State qui est quand même bien réputée. Et aussi une petite mention pour le receveur sophomore Jackson Smith Njigba qui devient de plus en plus la cible numéro 1 de CJ Stroud, alors qu'il y a Chris Olave et Garrett Wilson à côté de lui. Je ne sais plus comment il s'appelle l'autre receveur là, qui était le meilleur de sa classe l'année dernière. Julian Fleming, mais ouais, lui, voilà. ça m'étonnerait pas qu'il transfère bientôt. Il y a moyen, ouais, parce que du coup, Smith Njigba qui prend carrément le lead, qui a 648 yards à la réception et 3 touchdowns cette année. Et vraiment, genre, on sait que des joueurs comme Olave et Wilson sont très attendus par les défenses adverses. On sait qu'en Big Ten, ça défend plutôt bien en plus. Donc voilà, des fois, ils sont double cover, tout ça. Et ça laisse de la place pour Smith Njigba. Et du coup, on voit beaucoup plus CJ Stroud s'orienter vers lui. Ça paye encore une fois. Voilà, victoire. Alors, je dirais pas une victoire facile d'Ohio State, je dirais une victoire attendue. Ils ont quand même un petit peu peiné. Penn State qui ressortait un petit peu revanchard avec la défaite surprise face à Illinois la semaine dernière. Mais voilà, ça conforte Ohio State dans sa quête de Big Ten. Et je pense sincèrement que là, plus rien ne peut arrêter le programme de Columbus. Il y a eu ce touchdown de Jaron Cage, Baptiste. Ouais, effectivement, c'était un truc assez dingue. J'en parlerai un petit peu plus tard sur la fin du podcast. Jaron Cage qui récupère un ballon au sol et qui court pour 57 yards. Alors Jaron Cage c'est un end ou un tackle, je ne sais plus. Enfin bref, il fait c'est un tackle, il fait 140 kilos et il court un bon sprint de 57 yards pour aller marquer le touchdown. C'est assez dingue de voir un mec de cette carrure se déplacer avec autant d'aisance. C'est assez impressionnant à voir. Et ça permet de faire le break pour les Buckeyes. Elio, je te trouve assez dur avec Anderson au passage. Enfin, c'est dur. Quand tu dis que c'est un des meilleurs freshman running back, c'est carrément une des meilleures saisons de true freshman de l'histoire du college football. Il est déjà à je sais plus combien à 12 touchdowns, sachant que le record d'un true freshman en college football, c'est 15, en dehors bien évidemment des postes de quarterback. Donc c'est une saison historique auquel on assiste de la part de Trevion Henderson. On est d'accord, justement. C'est juste que après, tu connais, quand tu dis oui, c'est le meilleur running back freshman, t'as toujours un mec qui vient de sortir un running back qui joue je sais pas où et qui va dire non, mais t'as vu, il y a lui aussi. Donc voilà, j'essaie de peser mes mots. Ouais, moi je prends pas de pincettes, moi je dis les choses. Ça balance. UNC qui se déplaçait du côté de Notre-Dame pour un duel qui aurait pu être un duel d'ACC l'année dernière, enfin qui était un duel d'ACC l'année dernière, qui l'est pas cette année. Augustin, est-ce que tes Fighting Irish se sont bien débrouillés? Oui, ils se sont bien débrouillés puisqu'ils ont gagné 44-34. Et du coup, ce qui porte le total de North Carolina, de l'équipe de Mack Brown, à 0 victoire pour 13 défaites lorsqu'ils étaient en déplacement à South Bend. Ça a été un match hyper intéressant à suivre puisqu'il y a eu des beaux touchdowns de partout en fait. Notre-Dame, comme j'ai dit la semaine dernière, a trouvé son rythme avec une attaque plus rapide. On a eu des superbes touchdowns de tous les côtés. J'aimerais juste mentionner quelque chose, c'est la qualité de play designer de Mack Brown. On sait qu'en attaque, il a toujours fait des choses incroyables, notamment lorsqu'il était à Texas. Mais franchement, c'est une beauté à voir ce qu'il met en place pour ses receveurs, notamment. Même Marcus Freeman, notre coordinateur défensif, qui est quand même réputé pour réussir à s'adapter parfaitement au plan de jeu des attaques adverses, a été complètement dépassé. En témoigne ces 34 points encaissés. Et aussi, je rajouterais que notre victoire tient dans les mains d'un homme, Kyron Williams. Quel joueur, franchement. Quel joueur. Plus de 200 yards encore, un touchdown, présent à la passe, présent pour protéger le quarterback. Il nous a sorti un touchdown de 91 yards où, en fait, il rebondit sur la O-line. Puis après, stiff arm et
il longe toute la sideline en mettant une vitesse à Tony Grimes, le cornerback star sophomore des Tar Heels. C'était franchement un match incroyable de sa part et putain, je pleure son départ à la NFL cette année. Karen Williams, moi perso, j'ai failli me mettre en MVP offensif de la semaine. De mon côté, c'était assez extraordinaire comme match. Et du coup, ce que je disais dans un tweet, c'est que là, ce match, il a confirmé ce que beaucoup de pensaient maintenant depuis quelques matchs. Il fait partie des grands running backs de l'histoire de Notre-Dame aux côtés de Jerome Bettis, Josh Adams pour ceux qui suivent la NFL, hein, qui a joué un petit peu aux Jets, je crois, et John Leitner, forcément, la légende du programme. Et CJ Goat Pro Size. Du coup, j'ai juste une petite question pour Gus, excuse-moi. Ça a donné quoi Samuel sur le match? Alors en fait, je trouve qu'il court beaucoup trop et dès le début du match, il s'est pris une tonne de coups. McBrown le met vraiment en danger. Je sais pas si c'est parce que si sa ligne elle est mauvaise aussi. C'est toi qui me l'avais fait remarquer en début de saison. Mais non, il a une qualité, il a une aisance en fait pour trouver ses running backs, pour trouver ses receveurs loin, qui m'a impressionné. Il a fait un gros match. Et comme disent les Américains, en général, c'est pour les quarterbacks qui sont entre les quarterbacks pocket passeurs et entre les quarterbacks dual threat. Ils disent he can extend the plays. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est pas Lamar Jackson, mais il est capable d'aller chercher des first down assez facilement grâce à son sens de l'anticipation, de l'évitement, etc. Okay. Du côté de la ACC, on avait Ole Miss qui se déplaçait à Auburn, un duel d'équipes classées. Ole Miss qui était 10e à l'Ap People, Auburn 18e, et c'est une victoire des hôtes. Auburn a remporté ce match 31-20 dans une ambiance extraordinaire, superbe ambiance du public. Auburn qui menait 14-3 à la fin du premier quart. Et Corral qui a commencé à se mettre en route, il lui manquait 2 de ses 3 meilleurs receveurs. Finalement, Matt Corral se blesse. Il sort, je crois, à peu près pendant 9 minutes, pendant le second quart-temps. Il revient. Les quarterbacks enchaînent les touchdowns. Ça se met coup sur coup, quoi. Voilà, il y a 28-17 à la mi-temps pour Auburn, avec notamment un touchdown à 15 secondes de la mi-temps, assez décisif pour Auburn, parce qu'on sait que l'équipe, les Tigers vont s'endormir en seconde période en ne marquant que 3 points. Ça a été aussi pareil pour Ole Miss, 3 points d'un seul côté. Donc c'était un match poussif en seconde période. Tank Bixby qui ressort de ce match avec 140 yards d'un touchdown. Et Bonix qui a lancé un touchdown et couru pour 2 touchdowns. Voilà. Victoire très très importante pour Auburn, et notamment pour la confiance et puis pour monter et passer Ole Miss au top 25. Virginia, ils ont leur destin entre leurs mains dans la SEC West. S'ils gagnent tous leurs matchs, ils sont vainqueurs de la SEC West. Donc attention à Auburn. Et peut-être un derby face à Alabama, attention. Virginia qui se déplaçait du côté de BYU, un match assez original. Et sur le terrain aussi, ça a été original, Kev. Non, Wendler, ce match c'était vraiment n'importe quoi. J'étais sur le UCLA Utah en même temps et je voyais je voyais le score défiler. Il y avait, le truc improbable, c'est que BYU menait 21-0 en à peine 7 minutes de jeu. Là, c'est clairement le si jamais avec les chaînes, vous savez, il y a le même problème sur Oregon. On avait le même problème sur Oregon UCLA quand on a fait le live avec Bean. Il y avait le Penn State Illinois avant. Et le temps que le match d'avant se termine, ils te font arriver avec quelques minutes de retard. Là, t'arrivais avec quelques minutes de retard, il y avait déjà 21-0, quoi. Donc ça s'est rendu coup pour coup. Ça a fini à 66-49 pour BYU, alors que Virginia était revenu. Donc alors attends que je dise pas de bêtises. Donc BYU menait 21-0. Virginia, ils ont mis 35 points dans le deuxième quart-temps. Ils ont même pris la tête. Ils menaient 42-38 à la mi-temps. Et après, par contre, ils ont craqué en deuxième mi-temps. BYU a gagné, a remporté la mi-temps entre guillemets 28-7. Et voilà, c'est ce que disent Ryan et Val depuis le début de l'année à propos de cette équipe de BYU, quoi. C'est que tu peux pas arriver à BYU avec une équipe qui a le même niveau. C'est très clairement, ils vont te bouffer, ils sont au-dessus niveau intensité, niveau tout en fait. Ils ont vraiment une équipe de malades.
Côté Virginia, il y a Brennan Armstrong qui fait encore un match de folie. Il fait 337 yards à la passe, 4 TD. Bon, il y a quand même 2 inters qui font un peu mal. Mais c'est lui le leading rusher pour les Cavaliers. Il finit avec 11 runs, 94 yards et encore 2 TD. Mais en face, BYU, il y a Jaren Hall qui finit à 22 sur 37 pour 349 yards, 3 TD. Il y a les 2 frères Nashua, les 2 Samson et Puka qui finissent à 107 yards et 1 TD chacun. Et surtout, celui dont on parlera peut-être un peu après dans la rubrique MVP à mon avis, le running back dont Val nous parle un peu depuis le début de l'année, c'est Tyler Allgeier qui finit à 29 runs, 266 yards et 5 TD. Donc c'était vraiment un match de folie, ça s'est décanté un peu ça s'est décidé on va dire dans le en deuxième mi-temps. Mais voilà, il y avait à la mi-temps, il y avait du coup 80 points à la mi-temps quoi. Donc c'est assez hallucinant le match que c'était. Donc si jamais vous avez envie de voir des TD et que vous avez des replays à voir en fin de week-end ou demain, un 1er novembre férié, n'hésitez pas à aller regarder ce Virginia BYU. Eh bien, ouais. Et à noter, excuse-moi, j'ai zappé. Brennan Armstrong s'est blessé à la fin du match. Donc à suivre parce qu'on sait que Brennan Armstrong, avec la saison qu'il fait, est un Iceman hopeful, on va dire. Vu la prestation de Kenneth Walker, on va pas dire que c'est un contender, on va plutôt dire que c'est un hopeful. Et donc c'est à suivre parce que si jamais il ne joue pas, premièrement ça peut être critique pour lui et ses chances de Iceman, et surtout deuxièmement ça peut être critique pour Virginia parce qu'ils ont quand même Notre-Dame et Pitt dans la fin de leur calendrier. Donc c'est à suivre la situation l'évolution de la santé de Brennan Armstrong. Et on fait des bisous à Virginia France qui a suivi ce match au bout de la nuit. Kansas qui se déplaçait du côté de tes Cowboys Bats d'Oklahoma State, classé 15e à l'AP Poll. Je veux pas m'éterniser dessus. Voilà, comme quoi c'est possible de mettre une grosse branlée à Kansas en venant de l'Oklahoma. Bisous les Sooners. Tu peux passer au match. Tac. Allez, ça c'est fait, on enchaîne. Allez, let's go. Allez, suivant. Il l'a dit ce soir, il a prévenu, il est là que pour lâcher. Voilà. Il balance. Très bien. Et bien en tout cas, victoire 55-3 d'Oklahoma State. Fresno State qui se déplaçait du côté de San Diego State, une autre équipe invaincue cette saison. Et Gus, tu présentes toutes les équipes qui ont cassé leur invincibilité. Ouais, franchement, c'était trop bien. En plus, ces matchs-là, ils sont d'un sexy, les Fresno State, San Diego State. Moi j'adore, vous le savez maintenant. Fresno State gagne 30-20, ce qui fait un upset. Et comme tu l'as dit, San Diego State n'est plus invaincu. Mais surtout, c'est l'importance en fait que représente cette défaite de San Diego State, parce que ça rebat les cartes dans la division ouest de la Mountain West entre Nevada, San Diego State et Fresno State. Il y a 3 équipes en fait qui jouent le titre de cette division pour savoir qui ira affronter Boise State ou Utah State. Donc voilà, c'est super intéressant. Pour l'instant, il y a un petit avantage à Fresno State parce qu'ils ont battu Nevada et San Diego State, qui sont les deux équipes prétendantes pour l'instant. Juste deux petites choses. Alors du coup, on n'a pas Val avec nous. Et c'est vrai que Val nous parle depuis le début de la saison, je crois que c'est Rivers, le running back de Fresno State, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble, disant, il nous disait qu'il était sous-utilisé, ouais. Ouais, en fait, je regardais les stats là du match et je vois que c'est Mims, le running back, qui fait 186 yards en 29 portées, et en fait, il n'y a pas Rivers, donc peut-être que Rivers est blessé en ce moment. Et donc, même en allant chercher leur deuxième running back, Fresno, ils sont capables d'avoir un coureur à 186 yards dans le match, quoi. Et quand on sait qu'ils ont Jake Haener en QB qui finit 25 sur 42, 306 yards et un TD. Et pour une fois, on en parlait dans le 1-2-6, il a enfin arrêté de lancer des interceptions. Voilà, c'est encore une fois, c'est une très belle équipe de Fresno State. Et Kevin, je vais te garder parce qu'on va rester sur l'ouest des États-Unis. UCLA qui se déplaçait du côté de Utah en Pac-12. Ouais, ouais. C'est ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le match que je regardais en principal. Alors, chose à noter quand même, voilà, vous êtes au courant, Gus en a parlé 1 ou 2 fois déjà, je crois, depuis le début de la saison. Utah a retiré le numéro 22 de leur programme suite au décès des 2 joueurs durant la saison. J'ai plus les noms, je suis désolé. J'ai plus le nom des 2 joueurs de Utah qui sont décédés. Oui, Baptiste, excuse-moi. Ty Love et le deuxième, je sais plus, je dois avouer. Mais voilà, donc en gros, ils ont retiré le 22. Jordan. Non. Voilà. Si, c'est Jordan, c'est ça.
Et du coup, il faut savoir que toutes les équipes de Pac-12 qui accueillaient un match ont peint en rouge chaque ligne des 22 yards. Donc que ce soit le petit trait sur la sideline ou la hash mark, c'était un beau geste de la part de toute la conférence. Et en fait, cette cérémonie, elle n'a pas eu lieu au début, à la fin ou à la mi-temps. Elle a eu lieu à la fin du premier quart-temps. Et en fait, c'est beau dans un certain sens, c'est qu'en fait cette cérémonie, elle a totalement galvanisé les Utes. Ils sont juste après ça, donc il y avait les familles des joueurs décédés qui étaient sur le terrain et tout, et en fait ça leur a donné un coup de boost, quoi. Et à partir de là, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain, c'était Utah. C'était assez impressionnant. Le running back Tavion Thompson, il a été inarrêtable, il met 164 yards et 4 TD. À noter que Dorian Thompson-Robinson n'était pas sur le terrain. Il n'a pas du tout joué du match. Après le beatdown qu'il a pris contre Oregon la semaine dernière, c'était Ethan Garbers, son remplaçant, qui a joué. Mais du coup, le problème n'étant pas DTR, le problème étant la O-line du UCLA qui prend l'eau totalement depuis quelques semaines. Garbers, il a pris de tarif aussi, il faut pas se le cacher. Il a vraiment souffert, le pauvre. J'espère qu'ils ont un bon troisième QB parce que je suis pas sûr que Garbers puisse finir la saison comme ça. Donc ça devient critique pour UCLA. Je crois qu'ils sont à 5-4. Et là, surtout si leur O-line ne se met pas un petit coup de fouet, ça risque d'être très critique la fin de saison pour eux. Eh bien, messieurs, nous allons terminer par, comme d'habitude, notre MVP de la semaine. On va démarrer avec notre MVP offensif. Augustin, quel a été le tien? Bah forcément, Kenneth Walker, the third, parce que stade de ma boule et performance de ma boule dans un match où il fallait à tout prix gagner. Baptiste, non, n'importe quoi, Kevin, c'est le tien aussi. Un petit mot sur Walker? Ouais, non, en fait, comme je vous ai dit quand on a présenté le match, moi c'est mon chouchou depuis le début de l'année, et puis un match comme ça, dans un match comme ça, pour moi ça peut être que lui, quoi. De mon côté, c'est Tyler Allgeier, donc le running back de BYU, qui a été auteur de 266 yards, 5 touchdowns, une moyenne de 9,2 yards par portée. Il en est cette année à 16 touchdowns et 1132 yards. La saison dernière, il a terminé la saison à 1130 touchdowns. Donc là, déjà, il a passé de 2 yards sa saison 2020 et il avait marqué 13 touchdowns. Baptiste, toi, tu as un autre running back aussi. C'est que running back ce soir? Ouais, c'est trio de running back. Moi, c'est Sean Tucker, le running back de Syracuse. Alors, on n'a pas trop parlé de Syracuse cette année. On aurait dû d'ailleurs, parce que c'est une des équipes surprises de cette saison. Parce qu'ils sont et ils ont encore gagné hier. Ils ont encore battu Boston College. Ils sont à bilan de 5-4. Ils pourraient récupérer un bowl, ce qui est complètement what the fuck quand on pense. C'est moi qui avais fait la preview. Je leur donnais à 2 victoires à tout casser. Et leurs 3 défaites, c'est 33-30, 40-37, 17-14. Voilà, ça vous dit que Syracuse n'est pas si loin d'avoir un vrai bon bilan. Dino Babers a fait l'excellent travail et Sean Tucker est un des meilleurs running backs du pays. Et voilà, il fait encore 207 yards et un touchdown hier soir. Donc voilà, je tenais quand même à le féliciter pour sa performance et à le mettre sous la lumière de notre podcast. Et n'hésitez pas à les suivre Syracuse France sur Twitter. Tout à fait. Du côté du MVP défensif, Augustin, quel est le tien? Et là, c'est important parce que c'est historique aussi. En fait, plus trop, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le defensive end de Kansas State, Félix Anudike-Uzomah, un Américain d'origine nigériane, vous l'avez compris, qui, de base, a saqué 6 fois le quarterback adverse de TCU, ce qui était un record, mais ses stats sont retombés à 4 sacs, parce que 2 de ces sacs, en fait, sont transformés en fumble, et qui allaient derrière la ligne de scrimmage. Donc, en fait... c'est juste une raison technique, ça compte pas comme un sac. Enfin, vous connaissez les règles mieux que moi. Donc, au final, il termine sur 4 sacs et 2 fumbles forcés. Mais voilà, meilleure performance. Incroyable. Le mien, c'est... Alors, je ferai pas de blague sordide cette semaine sur son nom de famille, mais c'est Leo Chenal de Wisconsin, le linebacker junior qui a eu 9 plaquages à son actif, donc 4 solos. 0,5 sac, 2 tackles for loss et un QB hurry, voilà, qui a été très très performant face à une attaque d'Iowa qui peut être dangereuse. Voilà, ça a permis la victoire surprise de Wisconsin à domicile. Félicitations Léo, tu es mon MVP de la semaine. Baptiste.
Qui j'ai mis moi? J'ai mis bien sûr notre ami John Cage d'Ohio State dont j'ai parlé un petit peu plus tôt parce que je trouve l'action absolument extraordinaire pour quelqu'un de son gabarit. Voilà, ce touchdown de 57 yards remonté, le scoop and score d'un tackle extraordinaire, cette image de la part du Buckeye. Très bien. Et pour toi, Kevin? On l'a fait déjà quelques fois depuis le début de la saison. On a mis à l'honneur toute une défense, mais du coup, ce sera sans surprise que je dirais la défense de Georgia, mais on en a parlé un peu pendant le petit résumé de Georgia-Florida. Je vais dire Nakobe Dean pour l'ensemble de son œuvre aussi sur la saison. Sa prépondérance dans la très bonne saison de la défense de Georgia. Eh bien, super. Voilà, on a terminé cet épisode review de la Week 9. On se retrouve samedi à 17h. Non, avec le changement horaire, faut... 16h, mon ami. 16h. Ouais, samedi à 16h pour le 1-2-6 qui nous sera présenté par Baptiste sur Twitch, The Trick Play Podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser poser des petites surprises cette fois-ci sur Twitch. On va voir si ça fonctionne bien, mais alors, on a encore plus d'interaction avec vous. Et voilà, on se retrouve du coup samedi pour le coup d'envoi de la Week 10. Et voilà, on vous fait des gros bisous comme d'habitude. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les différents réseaux. Et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Salut.